Bonjour à tous. Je me présente, Nadine Lachance, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. Donc, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire qui portera sur le programme PACM. Donc, pour l'occasion, on a invité en fait une personne qui s'occupe en fait, qui est chef de projet main-d'œuvre au bureau de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, c'est Mme Marika Allais-Perry qui pourra en fait donner de l'information pertinente sur ce programme-là. Avant de débuter et avant de lui laisser la parole, j'aimerais tout simplement remercier les partenaires de la Chambre de commerce, donc Desjardins Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges qui participent avec la Chambre de commerce à travers l'année financièrement pour nous aider à soutenir nos opérations. Donc, petite introduction sur le fonctionnement. Je vous rappelle qu'on a la section questions et réponses en bas de votre écran où vous pouvez poser des questions ou encore la fonctionnalité du chat qui vous permet aussi de poser vos questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la présentation du programme et à la fin de la présentation, on va quand même garder au moins 20 minutes pour en fait répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à lancer vos questions là, dans le chat, puis on va y revenir à la fin. Donc, voilà, Marika, je te laisse la parole. Donc, bonjour tout le monde. Heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui pour vous parler du PACM. Donc, en gros, je vais vous partager mon écran. J'ai une petite présentation qui a été préparée, entre autres, pour détailler le PACM qui sera éventuellement partagé, là, mais qui n'est pas encore final. Donc, je vous dis, ça se pourrait qu'il y ait peut-être des fautes de frappe ou peut-être même des informations qui ne sont pas encore tout à fait à jour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Excellent. Donc, je vais juste le mettre plein écran. Donc, pour le programme d'action concertée pour le maintien en emploi, en lien plus précisément avec la pandémie du COVID-19. Donc, en gros, ce programme-là s'adresse aux entreprises qui ont des réductions d'activité en lien avec la pandémie du COVID-19, incluant notamment les travailleurs autonomes qui peuvent participer au programme par l'entremise de promoteurs collectifs. C'est un soutien financier qui est là pour favoriser la formation, comme vous le savez. C'est l'implantation des bonnes pratiques en gestion des ressources humaines qu'on vise et l'optimisation du fonctionnement des entreprises sur le marché du travail. Donc, initialement, ce programme-là existait déjà. Il a été adapté. Les mesures ont été assouplies là, pour que plus de monde puisse bénéficier de ce programme-là dû au COVID-19. Il y a différentes... en fait, la durée est variable présentement pour les demandes. Je vous dis tout de suite. C'est la durée des activités, en fait, peut varier de plusieurs jours, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il n'y a pas de durée limitée qui a été identifiée jusqu'à présent quand on parle avec la CPMT parce que le programme est issu de la CPMT, Commission des partenaires du marché du travail. Donc, ce programme-là, il n'y a pas de durée limite. C'est juste qu'il nous demande, en fait, quand vous déposez des demandes, d'utiliser votre gros bon sens, dans le sens où si c'est une formation qui dure seulement quelques heures, qu'est-ce que ça va quand même, quelle est la plus-value de suivre cette formation-là, qu'est-ce que ça apporte, donc d'avoir une description claire du plan de formation, même si c'est pour que quelques heures. La date limite, comme qui est indiqué sur le site Internet, c'est jusqu'au 30 septembre 2020 pour déposer une demande, que ce soit, il y a deux volets en fait, que ce soit pour le volet promoteur collectif ou entreprise. La date est le 30 septembre ou jusqu'à temps que l'enveloppe budgétaire de 100 millions soit épuisée. Mais la règle officielle, là, je vous le dis tout de suite, ça varie en fait selon vos activités de formation qui auront été déposées donc, selon vos activités de formation qui auront été déposées et la date à laquelle vous aurez déposé votre projet. Donc, exemple, si vous déposez une demande en date du 21 septembre, il est évident que la personne qui va ouvrir votre dossier va comprendre ou du moins va être plus compréhensible au fait que les activités de formation n'auront pas nécessairement été tous suivies en date du 30 septembre. Donc,
date limite pour suivre les activités, mais flexibilité au niveau de quand est-ce que les activités se terminent. Donc, même si vous déposez une demande maintenant et que votre plan de formation dit que vos activités finiraient, je ne sais pas moi, au mois de novembre, bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit quand même accepté auprès de la CPMT. Du moins, c'est ce qu'on a eu comme information en échangeant directement là, avec la présidente de la commission. Et prendre note aussi, très important, que les dépenses sont remboursables rétroactivement, donc jusqu'au 15 mars dernier. Donc, 2 volets. Comme je vous disais, il y a le promoteur collectif, le volet promoteur collectif et le volet entreprise. Donc, tout dépendamment de ce qui vous, en fait, de vos besoins, vous pouvez déposer une demande à titre d'entreprise directement pour votre organisation pour former vos employés chez vous et monter tout un plan de formation. Les entreprises, par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'ils peuvent déposer seulement une demande, alors que les promoteurs collectifs peuvent déposer plusieurs demandes qui regroupent des besoins de formation différents. Un promoteur collectif, je vais vous montrer plus tard, là, mais je vais vous montrer qui sont admissibles pour être promoteurs collectifs. Mais en gros, les promoteurs collectifs peuvent regrouper les besoins de plusieurs entreprises qui veulent suivre les mêmes besoins de formation. Le délai de traitement de demande, une fois que vous envoyez votre formulaire complété avec le budget et tout auprès de la CPMT, le traitement de la demande est de 3 à 5 jours. Par contre, le délai d'approbation est un peu plus long. En tout et pour tout, là, incluant la demande, c'est mal présenté dans la présentation, je vous le dis tout de suite. En tout et pour tout, incluant le délai de traitement, d'analyse et d'approbation, c'est maximum 2 semaines avant de savoir si votre projet qui a été déposé sera accepté ou pas. En fait, ce qui fait que le délai varie beaucoup, c'est que ça dépend du montant que vous réclamez pour vos activités de formation. Donc, si c'est un projet, en fait, une activité de formation qui est en bas de 100 000 $, à ce moment-là, l'approbation risque d'être beaucoup plus rapide, étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une signature, une approbation du ministre sur la demande de subvention. Alors que si le projet est en haut de 100 000 $, à ce moment-là, c'est plus long parce que justement, il y a une signature qui est nécessaire en fait à l'approbation du projet. Je vous informe d'ailleurs qu'après discussion avec la CPMT là, en début de semaine, ils nous ont informé qu'ils étaient en train, parce que même eux sont en processus pour améliorer et répondre en fait à ce programme-là le mieux possible pour réduire évidemment les délais là, qui pourraient être engendrés par rapport à ça. Donc, ils sont en processus pour voir comment est-ce qu'à l'interne, de leur côté, ils peuvent accélérer le processus pour la signature du ministre, le cas échéant, pour justement ne pas retarder les demandes et les acceptations là, de projets, que ce soit au niveau promoteur, collectif ou entreprise. Donc, c'est le même délai en ce moment pour les 2 volets. Quand on dépose une demande à titre d'entreprise, ce qui est important aussi de savoir, c'est que la demande doit être faite auprès de la direction régionale de Service Québec de votre région, dans le fond. Alors que si vous êtes promoteur collectif, vous pouvez déposer la demande directement sur le site Internet de la CPMT. Vous n'avez pas besoin de passer par Service Québec, en fait, parce que c'est vraiment deux façons différentes de déposer une demande. Donc ça, je l'ai quand même déjà un petit peu couvert. Donc, 2 volets, promoteur collectif et promoteur et entreprise. Aussi, un point important, c'est que comme au début, je vous disais, il y a 100 millions qui a été associé à ce programme-là. Par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a 2 enveloppes budgétaires distinctes entre le volet entreprise et le promoteur collectif. Donc, c'est 2 enveloppes de 50 millions, en fait, pour chacun des volets. C'est des enveloppes distinctes. Donc, si jamais, exemple, une enveloppe budgétaire au niveau des entreprises, exemple, serait épuisée rapidement, il restera encore de l'argent du côté promoteur collectif ou vice-versa. Ça ne veut pas dire non plus que la CPMT n'adapterait pas les enveloppes budgétaires en fonction des demandes qui auront été déposées ou même que peut-être d'autres argents seraient éventuellement ajoutés aux enveloppes budgétaires. Je ne peux pas rien vous garantir non plus. Là. Moi, je vais juste vous donner l'information qu'on m'a donnée. Mais en gros, si jamais vous entendez dire « Ah ouais, ils disent qu'il n'y a plus d'argent pour le PAC », en réalité, c'est de s'assurer c'est sur quel volet ou si c'est dans les 2 volets parce que ce n'est pas la même chose.
Donc, clientèle admissible pour les promoteurs collectifs et employeurs, en fait. En fait, les employeurs, vous êtes admissibles des deux côtés. Les regroupements d'employeurs, c'est vraiment les promoteurs collectifs, les associations d'employeurs reconnus. Un travailleur autonome qui est constitué peut déposer une demande à titre d'employeur, d'entreprise, en fait, le volet entreprise. Mais si vous êtes en société et que vous n'avez pas d'employé, à ce moment-là, vous ne pouvez pas déposer de demande à titre de volet entreprise. Par contre, vous pouvez participer aux activités de formation à titre de participant, dans le fond, en formation au volet promoteur collectif. Donc, tout ce qui est organisation sans but lucratif aussi est admissible, les organismes communautaires, les CSMO aussi. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui déposent des demandes actuellement. Les regroupements de travailleurs, les regroupements professionnels, les promoteurs collectifs qui sont reconnus par la CPMT, comme nous, exemple, à la Fédération des chambres de commerce à la Fédération des chambres de commerce du Québec. On est un promoteur collectif reconnu par la CPMT. Même chose que les autres associations d'employeurs ou l'Ordre de CRHA ou les organismes communautaires qui y siègent comme Axtra. Donc, en gros, vous avez quand même une liste assez détaillée de qui sont les clientèles admissibles au programme PAC, que ce soit dans les deux volets. Donc, exemple, un promoteur, quelqu'un qui est reconnu comme promoteur collectif, comme un CSMO, ou même nous, à la Fédération des chambres de commerce du Québec ou les chambres de commerce, on pourrait déposer une demande aussi à titre d'entreprise pour former notre personnel chez nous pour justement bénéficier du PAC et profiter de cette occasion-là pour former les gens et développer de nouvelles compétences. En gros, ce qui est important de préciser, c'est sûr que le volet entreprise, on peut déposer qu'une seule demande, comme je vous dis, mais vous pouvez regrouper vraiment plusieurs besoins de formation ensemble, étant donné que ça répond à une problématique à une seule entreprise. D'autres éléments, promoteurs, travailleurs autonomes, je vous l'ai déjà dit. Les municipalités et les MRC, c'est des questions qui nous sont revenues souvent à savoir est-ce que c'est admissible à titre de promoteur collectif? Malheureusement, ça ne l'est pas. Tout ce qui est aussi les organisations là, qui donnent des formations ne peuvent pas aussi faire partie des promoteurs collectifs et vendre leur propre formation. S'ils veulent pouvoir bénéficier en fait du PAC, il faudrait qu'ils déposent une demande et qu'ils utilisent les formations disponibles ou fassent faire des formations par une autre organisation pour leurs besoins personnels en tant qu'organisation. Donc, pour ça, ça fait du sens. Les chambres de commerce sont automatiquement reconnues comme promoteurs collectifs. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que peu importe le type de promoteur collectif, vous êtes promoteur collectif. Si vous faites partie de la clientèle admissible, vous êtes promoteur collectif automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous faire reconnaître pour pouvoir déposer une demande. C'est une question qui est revenue souvent, d'accord. J'ai l'impression qu'entre Emploi Québec pour le volet entreprise et le côté promoteur collectif, il y a parfois un flou là, dans le sens où si on est promoteur collectif, il y a des gens qui se sont adressés directement à Service Québec en fait, pour poser des questions concernant le PAC. Mais étant donné qu'ils ne s'occupent que du volet entreprise, ils donnent parfois des réponses qui ne correspondent pas nécessairement à ce que la CPMT, qui est l'organisme qui offre ce programme-là, donne comme réponse. Donc, il faut faire attention quand on pose des questions. Donc, activité de formation admissible. Encore une fois, étant donné que le programme a été adapté à la situation actuelle en lien avec le COVID-19, les types de formation, les activités de formation qui sont admissibles ont vraiment été élargies. Il y a vraiment beaucoup plus de choix en termes d'activités de formation que vous pouvez mettre en place. Initialement, c'était vraiment que les formations de base, les cours de francisation et les compétences numériques en lien avec le 21e siècle. Maintenant, avec le programme, il y a vraiment possibilité de prendre une formation qui était déjà existante en présentiel, la faire adapter en virtuel, en fait, pour pouvoir la donner à distance, étant donné qu'on est tous en distanciation sociale. Il y a tout ce qui est formation en lien avec la gestion des ressources humaines, tout ce qui touche les ordres professionnels aussi sont admissibles.
les formations continues. En fait, tant et aussi longtemps que les besoins de formation, les activités de formation pour lesquelles vous faites une demande, votre plan de formation, en fait, correspond à un enjeu chez vous, à une problématique. En gros, c'est admissible. Tout ce qui touche santé et sécurité est également admissible, contrairement à avant. Il peut y avoir des dépôts de demandes qui sont faits sur différents niveaux. Exemple, vous voulez faire former votre staff pour une formation en informatique, mais ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, ça peut être des formations offrant différents niveaux de formation, débutants, intermédiaires, experts, etc. Ça peut être plusieurs thématiques aussi dans une même activité de formation. Donc, il pourrait y avoir des activités de formation en lien avec le leadership, en lien avec la comptabilité, l'utilisation d'un fichier Excel, l'utilisation de tout ce qui touche à la gestion de projets, programmes, initiatives chez vous, le virage 4.0, etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est très souple comme les activités en fait admissibles sont assez souples. Promoteur collectif, un seul point aussi très important à prendre en note. Si vous déposez une demande, il vous faut, étant donné que vous êtes promoteur collectif, il vous faut un minimum de 2 entreprises participantes à vos activités dans la demande que vous allez déposer. C'est sûr qu'initialement, dans les formulaires qu'il faut compléter pour déposer la demande, il faut indiquer quels seront les participants. Ça peut évoluer, ça peut changer, c'est normal, mais tant et aussi longtemps que vous avez toujours 2 entreprises qui sont participantes, à ce moment-là, les activités déposées sont admissibles au PACME. Dépenses admissibles, je sens que c'est une des questions qui revient le plus souvent. En gros, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les salaires des travailleurs qui sont en formation, en fait, est remboursable jusqu'à 25 de l'heure. Par contre, il faut garder en tête que ce sont les coûts réels. Donc, si vos travailleurs sont au taux horaire de 18 de l'heure, c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas réclamer 25 de l'heure dans la subvention parce que vous allez devoir fournir comme pièce justificative les relevés de paye ou la liste des payes, en fait, des travailleurs qui auront été en formation pour justifier justement le taux horaire auquel ils sont remboursés. Même chose pour les honoraires professionnels avec les consultants. En fait, les honoraires professionnels, que ce soit les consultants ou les formateurs, le maximum admissible est de 150 de l'heure. Donc, même principe, si la personne est payée 95 de l'heure, on ne peut pas demander 150 de l'heure. Puis, si jamais je ne sais pas moi, vous décidez de faire former quelqu'un chez vous qui va donner la formation par la suite aux employés, c'est quelque chose qui est possible. Par contre, c'est sûr qu'il faut garder en tête que c'est son taux horaire régulier qui est le taux qu'il a habituellement qui va être admissible pour les dépenses. Tout ce qui est matériel, achat de matériel pédagogique ou didactique va être aussi admissible aux dépenses qui seront remboursées. Les fournitures pour la réalisation des activités, en gros. Donc, même chose, comme je disais tout à l'heure, le transfert d'une formation présentielle à une formation en ligne aussi est admissible dans les dépenses. Tout ce qui est frais d'inscription ou en lien avec l'utilisation des plateformes, là, exemple, parce que c'est des cours qui sont donnés virtuellement, sont admissibles aussi aux dépenses du PACME. Tout ce qui est frais indirects avec les formateurs, exemple repas, déplacement, hébergement, même chose pour les travailleurs en formation, est admissible au PACME. C'est sûr qu'il faut suivre les règles du Conseil du Trésor qui sont applicables parce qu'il y a toujours des barèmes là, en tant que tels que la CPMT utilise pour définir quels sont les montants réels admissibles. Mais c'est toujours à partir des coûts aussi. Il faut des pièces justificatives pour pouvoir les réclamer. C'est sûr que si jamais les activités de formation seraient données en mode présentiel, il faudrait respecter les mesures de distanciation qui ont été mises en place par le gouvernement ou qui seront toujours applicables le cas échéant au moment de donner les activités de formation. Donc, si exemple, ce serait des formations présentielles, pour le moment, on sait qu'il faudrait qu'il y ait un 2 mètres de distance entre chaque personne. Donc, c'est sûr que le PACME favorise toutes les activités qui sont en lien avec les activités de formation virtuelles pour le moment, mais il n'y a rien qui vous empêche de le faire aussi en présentiel, c'est juste qu'il faut respecter les règles.
Un chargé, en fait, l'organisme délégué, que ce soit le promoteur collectif, en fait, principalement pour le promoteur collectif, il peut y avoir un chargé de projet qui est attitré au projet pour monter la demande, pour encourager les gens à participer, pour faire répertorier quelles seront les personnes qui vont participer aux activités, donc démarchage, coordination du tout. L'organisme délégué peut réclamer des frais dans ses dépenses, dans le cadre du PAC, mais en fait, même chose pour tout ce qui est promotion et publicité. Donc là, vraiment, ça s'applique pour le promoteur collectif, pardon. Puis, évidemment, vous avez un 10% des frais de gestion que vous pouvez appliquer en plus à la demande pour pouvoir couvrir d'autres frais, comme exemple les autres fournitures nécessaires à la réalisation des activités ou la promotion même des activités, etc. Donc, évidemment, on dit que les remboursements peuvent atteindre jusqu'à 100% des dépenses, mais il faut garder en tête que c'est selon, je vais juste aller ici, c'est selon, en fait, si vous avez obtenu déjà d'autres subventions, exemple comme la subvention d'urgence du Canada en lien avec les salaires. Donc, si, exemple, vous avez bénéficié de la subvention qui redonne jusqu'à 75% de la masse salariale de vos employés, à ce moment-là, c'est 25% de vos dépenses pour la masse salariale, là, précisément, qui est remboursable. Donc, même principe, si vous avez seulement bénéficié du 10%, c'est 90% de la masse salariale qui va être remboursée. Et si vous n'avez aucune subvention, c'est 100% de la masse salariale qui est remboursée. Juste préciser que, tout dépendamment, en fait, ça se pourrait que quand vous complétez la demande, vous ne savez pas, exemple à titre de promoteur collectif, si les entreprises qui vont participer bénéficient déjà de cette subvention-là ou pas. À ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est de mettre 100% des dépenses. Même chose pour les taux horaires des travailleurs en formation, de mettre 25 $ pour tout le monde, 150 $ pour les honoraires professionnels pour le formateur, pour tout le monde. Étant donné comme ça, vous réservez les fonds, en fait, dans votre demande de subvention. C'est vraiment un budget prévisionnel que vous déposez auprès de la CPMT. Et à la fin des activités de formation, lorsqu'elles auront été réalisées, à ce moment-là, il faut redéposer un budget réel et à ce moment-là, vous pourrez ajuster en fonction si les salaires étaient moindres, si les honoraires professionnels étaient moindres, ou si justement ils bénéficiaient, si certaines organisations bénéficiaient déjà d'une masse salariale autre, pas d'une masse salariale, mais d'une subvention salariale autre telle que celle du gouvernement fédéral. Donc, ça faisait bon. Ici, comme là, c'est inscrit, ça peut être jumelé justement à d'autres subventions. Le remboursement des dépenses admissibles, c'est 100% des dépenses qui vont être remboursées si c'est en bas de 100 000 $. Si votre demande dépasse 100 000 $, en fait, après le premier 100 000, ça devient 50% de vos dépenses qui sont remboursables. Si vous déposez une demande à titre d'entreprise, le maximum est de 500 000. Par contre, si vous déposez une demande à titre de promoteur collectif, il n'y a pas de limite, de montant limite, en fait, qui fait partie de la demande. Vous pouvez avoir une demande qui excède le 500 000. Comment déposer une demande? En fait, il y a 6 étapes. Identifier vos besoins, définir clairement quelles sont les activités de formation que vous voulez offrir, identifier les prestataires, donc qui donnera la formation, qui va monter la formation, qui sont les participants. Déposer votre demande auprès de la CPMT en complétant 3 documents, je vais vous montrer. Et évidemment, réaliser les activités et par la suite faire sa reddition de compte auprès de la CPMT pour réclamer le coût réel de vos activités. Donc, en réalité, normalement, auprès de la CPMT, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a 3 versements. Dans ce cas-ci, ce n'est pas encore identifié s'ils vont fonctionner avec 3 versements ou 2 versements. Initialement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une première partie de la subvention au début, une fois que votre projet est accepté. Et par la suite, une fois que vous avez dépassé 50% du budget, normalement, ils vous redonnent un 40%. Et par la suite, une fois que la reddition de compte finale est déposée, ils vous donnent un 10%. Dans ce cas-ci, ça risque d'être différent. On n'a pas encore eu la confirmation. Ils sont en discussion à savoir justement, comme tout le monde, sont en processus, en train de mettre en place le tout. Donc, ils sont en discussion à savoir s'ils peuvent le faire en 2 versements. Donc, il y aurait par exemple un premier versement qui serait fait.
à l'organisme délégué, soit le promoteur collectif, soit l'entreprise, tout dépendamment du volet que vous utilisez. Et par la suite, une fois que vos activités auraient été réalisées, là, ce sera à vous, à titre de promoteur collectif ou d'entreprise, de déposer votre édition de compte, votre budget réel, en fait, de dépenses, avec l'ensemble des pièces justificatives. Et à partir de là, une fois que le dossier serait traité, vous recevriez votre dernier versement. Donc là, après ça, c'est à vous de juger. Est-ce que vous remboursez tout le monde tout de suite lorsque vous recevez les factures ou si vous pouvez attendre pour pouvoir le faire en fonction des réels montants qui vont entrer. Donc, tout ça, c'est dans votre cours. Vous pourrez en faire de procéder de la façon que vous le souhaitez. Mais en gros, c'est simplement vous avertir que normalement, la subvention fonctionne en plusieurs versements et donc, vous n'avez pas le montant total dès le début parce que justement, comme c'est un budget prévisionnel, les coûts réels peuvent varier. Donc, ils ne veulent pas donner tous les montants et que vous devez rembourser, par exemple, des montants à la fin. Donc, les 3 documents à compléter pour faire la demande sont disponibles sur le site de la CPMT en lien avec le PACM. Il y a le formulaire de demande qui est composé de 7 sections. En gros, je vous dirais que la section la plus importante, c'est le plan de réalisation du projet. Donc, de bien définir quelles sont les activités de formation, les objectifs, les résultats attendus, les livrables, comment vous allez évaluer les activités de formation. Tu sais, par exemple, est-ce que dans le cadre de la personne de l'organisation qui donne la formation, est-ce qu'il y a un examen à la fin? Est-ce qu'il y a un récapitulatif qui est fait plus tard, une évaluation qui est faite plus tard auprès des employés dans l'organisation? Est-ce qu'il y aura un sondage qui sera envoyé auprès des employés pour savoir s'ils sont satisfaits de la formation et qu'ils ont l'occasion de la mettre en pratique maintenant ou pas dans l'organisation? Bref, ça peut varier les modes d'évaluation, mais le plan de réalisation du projet, c'est vraiment la partie la plus importante dans votre demande. Plus que c'est clair, plus que c'est défini, puis plus que de chances que votre projet soit directement accepté puis qu'il n'y ait pas trop de questions qui soient posées ou de va-et-vient entre la modification de la demande. Dans le fond, c'est de bien justifier la demande que vous déposez. Aussi préciser que pour ce qui est des promoteurs collectifs, vous devez, en fait, tout le monde, en fait, même volet entreprise, c'est juste que normalement, Service Québec, je pense, le font pour vous. Mais il doit y avoir un avis d'un CSMO qui est déposé. Donc, les CSMO, c'est les comités sectoriels de main-d'œuvre. C'est des organisations là, qui découlent de la CPMT. Ils représentent 29 secteurs d'activité. Donc, il y en a vraiment toutes les sortes. Les 29 CSMO sont sur le site Internet de la CPMT, si jamais vous voulez savoir dans quel secteur d'activité ils œuvrent. Mais en gros, si vos activités de formation, votre projet de formation qui est déposé touche majoritairement un des secteurs couverts par un des CSMO représentés par eux, il faut demander un avis. C'est quelque chose avec lequel ils ont l'habitude, des avis, dans le sens où, dans le cadre de ce programme-là, le PACM à la base, l'avis d'un CSMO doit être déposé. Il y a d'autres programmes avec des promoteurs collectifs auprès de la CPMT où est-ce qu'on demande des avis des CSMO. Donc, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Ce n'est pas quelque chose que vous allez si jamais vous leur demandez, ils vont faire « mais d'où ça sort? » Mais en gros, c'est un des annexes en fait qu'il faut joindre à votre demande. C'est sûr que si vous ne l'avez pas directement pendant le dépôt de la demande, je ne pense pas qu'ils vont dire « Ah, tu peux pas, ta demande n'est pas admissible », mais ça va être de l'envoyer éventuellement. Et si jamais vos activités de formation touchent plusieurs secteurs d'activité, à ce moment-là, c'est d'aller chercher seulement l'avis d'un des CSMO qui est touché. Vous n'avez pas besoin d'y aller dans l'ensemble des secteurs, mais en gros, cet avis-là est demandé parce que les CSMO offrent déjà des activités de formation. Donc, c'est de s'assurer en fait que ce n'est pas des activités de formation qui, si vous mettez en place des nouvelles activités de formation, c'est que ce n'est pas quelque chose qui existe déjà. Par la suite, il y a un budget qui doit être complété. Donc, c'est le budget prévisionnel. Et lors du dépôt de la demande, vous devez fournir la liste de vérification de la demande, de la subvention. En gros, c'est une checklist qui regroupe les 7 sections, donc de dire que vous les avez tous complétées, et le budget. Donc, ce n'est pas très compliqué pour cette partie-là. C'est vraiment plus le formulaire qui est long à compléter. Mais même là, une fois que vous avez bien complété votre plan de réalisation, c'est assez simple. Pour ce qui est de la reddition de compte, donc pour la demande du versement final, c'est là qu'il y a le plus de documents à compléter étant donné qu'il faut fournir les pièces justificatives le plus possible. En fait, il faut les fournir. Donc, le rapport financier, donc les dépenses réelles de chacune des activités.
en fait, de l'ensemble des activités, le registre de présence et la comptabilisation des salaires. Donc, c'est là que la liste des payes ou les talons de paye doivent être présents. Même chose pour le formateur ou l'organisation qui aura monté la formation. C'est pour justifier justement qu'on ne dépasse pas le 150 de l'heure. Si jamais il y a des frais de déplacement, d'hébergement, à ce moment-là, c'est un tableau différent qu'il faut compléter pour pouvoir justifier les dépenses. Liste de présence des entreprises et finalement aide-mémoire qui est le même principe que le document, c'est la checklist qu'il faut dire on a tout bien complété pour pouvoir déposer la demande. C'est l'adresse courriel partenaire à commercial.mtes.gouv.ca. C'est l'adresse courriel pour déposer à titre de promoteur collectif. Encore une fois, si vous voulez déposer une demande à titre d'entreprise, à ce moment-là, il faut vraiment s'adresser à Service Québec, à l'organisation, en fait, à la direction régionale de votre région administrative. Puis dans le fond, seul... je suis en train de me répéter, pardon. Mais en gros, c'est ça, il faut faire la distinction entre les deux volets parce que la demande n'est pas attribuée à la même personne. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un conseiller attitré à votre dossier qui va être là pour vous soutenir là, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit. Sinon, nous, de notre côté, à la FCCQ, on a des conseillers aux entreprises qui, normalement, travaillent sur un autre projet, mais qui ont répertorié un bottin là, des formations disponibles dans 7 différentes régions du Québec. On ne l'a pas fait pour toutes les régions là, parce que les conseillers ne sont pas présents dans chacune des régions, mais ils connaissent bien l'offre de formation existante. Puis ils connaissent bien aussi la CPMT et les demandes de programmes de subvention. Donc, si jamais vous vouliez, à titre principalement de promoteur collectif là, qui vous offre le service, un soutien, ils peuvent vous appuyer dans la demande, pour compléter en fait votre demande auprès de la CPMT. Vous soutenir à travers tout ça. Et vous faire évidemment du référencement vers les formations disponibles. Puis sinon, ça ressemble à ça. J'ai un petit foire aux questions là, que j'avais commencé à monter, mais pas composé encore de beaucoup de questions. Mais en gros, ça résume là, pas mal ce que j'ai abordé depuis le début de la présentation. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je pense que j'irai avec les questions. Merci beaucoup, Marika. Beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations, mais très, très clair, en fait, ta présentation. Comme tu le mentionnais, j'imagine que tu vas pouvoir nous l'acheminer, puis on pourra la partager sur notre site aussi. Oui, en fait, la présentation n'est pas terminée encore. Elle est encore en mode de adaptation là, selon les informations qu'on récupère de la part de la CPMT concernant le PACM. Mais on est en train justement de finaliser là, pour avoir un document qu'on va pouvoir partager à l'ensemble du réseau. Parfait. Merci beaucoup. En fait, peut-être juste spécifier, les gens peuvent écrire leurs questions dans le Q&A, Question and Answer, ou sinon, vous pouvez également lever la main. Je vais vous permettre de prendre la parole. Donc, j'ai une question ici là, de Marina. Je vais vous laisser la parole si vous désirez la poser. Vous êtes sur mute, je pense. Ah, voilà. Marina, on vous entend. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, parfait. Donc, ma question est par rapport aux formations non interactives, comme j'ai vu une formation très intéressante, mais c'était par module de vidéo. Donc, c'était le vidéo et à la fin, on aurait comme en examen. Donc, je me demandais si ce type de formations sont admissibles. Oui, ça devrait être admissible sans problème. Nous, de notre côté, à la FCCQ, on a des formations, exemple, en lien avec la santé et sécurité au travail qui sont virtuelles là, et qui sont admissibles dans le cadre du PACM. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, dans ce cas-là, Marika, donc la personne doit faire la demande de subvention auprès de Service Québec. Si c'est le volet entreprise pour son organisation, oui, à moins que ce soit pour plusieurs organisations puis qui veulent faire bénéficier d'autres personnes de cette formation-là ou qui savent qu'il y a d'autres formations qui veulent également suivre cette formation-là, ils pourraient faire qu'une seule demande, mais c'est peut-être moins
d'addons, là, je dirais. J'ai une question par rapport à ça. En fait, je me suis pris une petite note tantôt. Si une entreprise fait une demande de formation auprès de Service Québec, mais qui veut également suivre des formations avec un collecteur, pas un collecteur, un promoteur collectif, est-ce qu'il faut que tout soit regroupé dans la même demande ou ils peuvent faire des formations avec le promoteur et faire une demande à Service Québec? Oui, en fait, une entreprise pourrait déposer une demande. Tu sais, exemple, vous, à titre de chambre de commerce, pourriez déposer une demande pour vos employés, pour former les employés de la chambre et aussi suivre une formation, exemple, qui serait faite par un promoteur collectif. Donc, exemple, nous, FCCQ, on offre une formation, c'est pas le cas là, pour le moment, là, mais mettons qu'on ferait, qu'on offrirait une formation pour l'ensemble des DG de chambre de commerce à titre de promoteur collectif et qu'on vous invite à y participer, vous pourriez y participer. C'est sûr que si, exemple, vous avez déjà suivi une formation pour le leadership et la gestion dans le cadre du PACM et que vous resuivez une autre formation, mais dans le cadre d'une demande d'un promoteur collectif qui est exactement la même, je ne suis pas sûre que ça va passer, mais sinon, si c'est des besoins complètement différents et qui s'adressent aussi à une partie d'une clientèle différente, il n'y a pas de problème. Donc, on pourrait faire une demande pour des formations plus standards auprès de Service Québec. Puis après ça, mais voir qu'il y a des promoteurs collectifs qui donnent d'autres formations dans notre région, puis quand même être admissibles à ceux-là, même s'ils n'ont pas fait partie de la première demande. Oui, exactement. Puis même vous pourriez être aussi déposer une demande à titre de promoteur collectif. Donc, exemple, des grandes organisations ou quoi que ce soit. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions. Moi, je n'avais une autre aussi. Parce que j'ai vu tantôt, les MRC, les municipalités ne sont pas admissibles. Sont pas admissibles à être des promoteurs collectifs ou ne sont pas admissibles à suivre la formation puis avoir... ne sont pas admissibles à titre de promoteur collectif. On ne m'a jamais posé la question à savoir si, dans le cadre d'un travailleur en formation, il serait admissible. Mais je ne crois pas qu'il devrait avoir d'enjeu, étant donné que les travailleurs autonomes sans employés pouvaient être admissibles de cette façon-là. À valider, je vais me renseigner. Oui, je me posais la question si eux pouvaient suivre la formation puis avoir accès, en fait, à la subvention. Puis, est-ce que si on a des Nous, on a des collèges ici dans la région qui offrent des formations. Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ne sont pas admissibles, eux, leurs formations ne sont pas admissibles à la subvention. En fait, un cégep, une université en fait, même, elle n'aurait pas besoin d'être ici de la région, là, mais exemple, le cégep de votre ville offre des formations, elles sont admissibles au PACM. Vous pouvez, à titre d'entreprise ou de promoteur collectif, faire appel à leur formation, les utiliser, les suivre. Par contre, eux ne pourraient pas être promoteurs collectifs et déposer une demande pour vendre leur formation alors qu'ils les vendent déjà. OK, je comprends. Puis, s'il y a d'autres gens qui dans la même thématique, exemple, un prestataire de formation pourrait pas, justement, ils ne peuvent pas devenir, en fait, suivre leur propre formation, mais pourrait faire appel à un autre prestataire de formation pour former son personnel. Okay. Je ne vois pas d'autres questions j'ai Luc qui lève la main, donc je vais lui donner la parole. Bonjour, Luc. Bonjour. Bonjour, Maria, Nathalie, Nadine. Bonjour. J'ai des questions peut-être à deux niveaux. Un pour des employés dans notre entreprise et le deuxième volet, c'est qu'une de nos activités, c'est aussi de former du personnel de municipalité et de MRC, justement, pour emboîter sur la question de Nathalie. Fait que dans un premier temps, normalement, au printemps, on forme des nouveaux employés qui commencent à travailler pour nous. Et évidemment, normalement, c'est présentiel. Là, il va falloir les former à distance. Donc, est-ce qu'on est éligible à avoir une subvention pour transférer ce qu'on fait habituellement en classe, entre guillemets, et le mettre à distance? Est-ce que la formation offerte a été une formation que vous avez fait faire ailleurs ou c'est vraiment comme la formation d'intégration, introduction pour les Exact. employés? Formation d'intégration avec plusieurs volets techniques parce que c'est des employés qui doivent conseiller des citoyens sur la gestion des espaces verts.
OK. À ce moment-là, pour transformer la formation en façon virtuelle, est-ce que vous feriez appel à un prestataire de formation ou vous la mettriez en place de façon maison? Ça, c'était justement le twist, c'est maison. OK. Donc, c'est propriétaire et gestionnaire parce qu'on est une petite entreprise. C'est nous qui ferions ce travail-là. OK. À ce moment-là, pour pouvoir bénéficier en fait de la formation, en fait du programme, il faudrait que vous utilisiez un prestataire de formation pour pouvoir donner, pour pouvoir monter en fait la formation. Mais après ça, si vous voulez la donner vous-même à l'interne, ça pourrait se faire. OK. Mais c'est sûr que si c'est vous qui montez la formation, que vous ne faites pas nécessairement appel à un prestataire en tant que tel nulle part, à ce moment-là, je ne suis pas certaine que ça passerait auprès de la CPMT. Je pourrais valider là, pour être sûre puis revenir à Nadine et à Nathalie, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionnerait pas. OK. Le deuxième scénario, Oui. c'est plutôt qu'on a un programme de formation qui normalement se donne en présentiel au printemps. Là, on est en train de le transférer pour pouvoir le donner à distance. Et ce sont des employés municipaux qui s'inscrivent à la pièce. OK. Donc, une journée ou 2 journées. Est-ce qu'eux auront droit à une subvention en s'inscrivant à une formation comme ça? Mais normalement, ma réponse rapide serait qu'ils pourraient bénéficier dans le cadre où un promoteur collectif offrirait cette formation-là dans le cadre du PACM à titre de travailleurs en formation. Mais je vais valider quand même, juste pour être vraiment sûre. On dirait que là, toutes les réponses que vous me posez, je n'ai pas la réponse exacte, là, mais c'est la première fois qu'on me les pose. Super, bon. Mais d'instinct, je dirais que oui, si c'est dans le cadre d'un promoteur collectif. Donc, vous, il y aurait plus qu'une organisation qui pourrait suivre ces formations-là. Ce ne serait pas juste des employés municipaux? En fait, généralement, ce sont majoritairement des employés municipaux, mais de différentes villes. Okay. Sur 15-20 personnes, par exemple, il y en a peut-être 2-3 d'une ville, mais souvent sont seuls ou par deux. OK, donc ils représentent quand même des organisations différentes. Fait que là, le minimum de 2, ça, vous l'auriez. Reste juste à voir si vraiment les employés municipaux sont admissibles de même que dans le même type que les travailleurs autonomes sans employés le sont. Je vais valider pour être sûre, mais d'après moi, ça ne devrait pas trop me prendre de temps pour avoir la réponse à celle-là. OK. Puis le cheminement de la subvention, c'est-tu eux qui la demanderaient pour se faire rembourser leur participation? Non, si c'est dans le cadre d'un promoteur collectif comme là, on discute, ce serait vraiment le promoteur collectif qui devrait récupérer l'ensemble des pièces justificatives, envoyer ça à la CPMT pour le versement final, en fait, et après rembourser les personnes qui auront suivi les formations ou les organisations. Juste pour point de clarification aussi, je pense que j'ai compris dans ta présentation, si nous sommes ceux qui vendons, faisons la promotion, mais nous donnons la formation, là, nous, on n'est pas considérés comme un promoteur collectif. En fait, si toute organisation, le promoteur collectif ou entreprise, si vous avez déjà une offre de formation, utiliser ces formations-là dans votre demande, ça ne marche pas. D'accord. Que ce soit pour vos employés ou pour d'autres personnes. OK. Il faut que ce soit des formations différentes que vous n'avez pas à l'interne. C'est pour ça que, tu sais, exemple, formation accueil intégration, je n'ai pas l'impression que ça fonctionnerait. Par contre, si c'est des formations justement pour les employés municipaux, à moins que les employés municipaux ne sont pas admissibles à suivre. OK. Mais je veux juste ajouter quelque chose ici. Luc, si je comprends bien, là, la question aussi, c'est les employés municipaux, en fait, lorsqu'ils vont réclamer, admettons que vous n'êtes pas promoteur collectif, mais vous êtes tout simplement un organisme qui offre la formation. Exact. Donc, l'employé municipal, normalement, devrait passer par Service Québec pour faire la demande de subvention directement, non? En fait, si c'est à titre d'entreprise, c'est sûr que l'employé municipal, ça ne fonctionnera pas pour le volet entreprise. Dans le sens où la municipalité ou la MRC ne peut pas déposer une demande à titre de volet entreprise pour dire « je veux faire former mes employés ». Si, dans le cas de Luc, c'est lui qui offre les formations, il faudrait qu'il passe par un promoteur collectif
donc l'association d'employeurs, OK. l'association de travailleurs, etc., offrirait votre service à des personnes qui en ont besoin et déposerait une demande là, de plan d'activité de formation auprès de la CPMT. Et à ce moment-là, mettons, exemple, les employés municipaux qui suivent cette formation-là devraient justifier leurs heures, devraient justifier le temps qu'ils ont passé sur la formation auprès du promoteur collectif qui, lui, s'occuperait de faire la reddition de compte et de payer le prestataire de formation, payer les employés, etc. D'accord. Là, oui, j'ai vu le cheminement, là. Mhm. Donc, il faut trouver un promoteur collectif, Luc. D'accord, Nadine. J'ai vu que tu levais ta main. Ben, je pense que c'est l'idée, là, surtout les entreprises qui offrent déjà de la formation, passer par le promoteur collectif pour pouvoir avoir un ensemble d'entreprises qui peuvent suivre la formation. C'est Oui, ce que je puis comprends. il y a vraiment différents types de promoteurs collectifs où il y a les chambres, il y en a plusieurs autres. Tu sais, exemple, dans le cas de Luc, étant donné que ça s'adresse principalement à un secteur d'activité en particulier, peut-être que même les CSMO seraient intéressés. Écoute, ça peut être assez large, puis ça permettrait peut-être de regrouper justement, là, en passant par un promoteur collectif, d'autres personnes qui seraient intéressées là, à suivre ces formations-là. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Luc. Il y en a qui ont Pas qu'il y ait d'autres d'autres questions. Non, hein? Mais je pense qu'on a fait le tour. Merci. J'ai donné beaucoup Marika. d'infos. Oui, ben en fait, c'était très, très éclairant aussi comme information. C'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avance aussi dans le temps, on va peut-être avoir d'autres questionnements des gens. Ce que je propose, c'est si jamais on sera en communication, là, si jamais on a d'autres questions qui nous parviennent de participants ou de la clientèle de la Chambre de commerce, là, on pourra rester en communication puis on pourra retourner l'information appropriée aux gens. Je t'invite à nous revenir avec quand même les employés municipaux, là, les MRC, s'ils peuvent suivre des formations des promoteurs collectifs. Donc, on pourra voir à ce niveau-là. Et donc, ben voilà, tout simplement, je te remercie beaucoup, Marika. Bien, je vous remercie d'avoir donné l'occasion de venir vous parler du PACM. Et justement, là, si jamais finalement il y a d'autres questions qui vous sont acheminées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à me les partager, puis je ferai de mon mieux pour y répondre. Excellent. Donc, merci. Merci à tous les participants et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour notre programmation des webinaires. Donc, plusieurs autres s'en viennent. On sera au rendez-vous aux dates annoncées. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye bye.